Les métropoles des Balkans sont des secrets bien gardés au cœur de l'Europe. Il est temps de découvrir leurs trésors. Bucarest est la capitale de la Roumanie. Son architecture et son atmosphère lui ont valu le surnom de Petit Paris. Sous la férule de Nicolae Ceausescu, la ville a subi de profondes transformations. Le dictateur a fait raser des quartiers entiers, ériger des édifices tape à l'œil et déplacer des églises. Aujourd'hui, Bucarest est en quête d'une nouvelle identité. C'est une ville foisonnante à l'architecture hétéroclite, à la fois soucieuse de tradition et passionnée de design. Un centre urbain qui accueille en son cœur une réserve naturelle et sauvage. L'avenue de la Victoire, la Calea Victoriei, est une artère centrale et l'une des plus anciennes rues de la ville. Elle est bordée de boutiques de luxe, de musées, de cafés et d'hôtels prestigieux. Razvan Popescu est skateur professionnel. Les rues de Bucarest sont pour lui un vaste terrain de jeu et d'entraînement. Nombre de ses camarades sont partis à l'étranger, mais Razvan a décidé de rester. Je suis content de vivre ici parce que la ville a pas mal évolué ces 5 ou 6 dernières années. Les infrastructures se sont améliorées. Il y a plein de nouveaux restaurants, les parcs sont plus soignés, les rues et les trottoirs ont été rénovés. La Calea Victoriei débouche sur la place de la Révolution, qui s'appelait jusqu'en 1989 place du Palais. Le bâtiment de la police secrète, la Securitate, se trouvait à quelques pas de là. Les architectes ont trouvé une solution étonnante pour intégrer ces vestiges dans un nouvel édifice. En 1989, c'est au balcon de cet imposant bâtiment, le siège du comité central du Parti communiste, que Ceausescu a prononcé son dernier discours. Hué par une foule en colère, il a fini par prendre la fuite en hélicoptère. Le mémorial de la Renaissance rend hommage aux combattants morts pour la liberté. Il symbolise la renaissance de la Roumanie libérée du joug communiste. Depuis quelques années, c'est le rendez-vous des skateurs. Quand la police arrive, on lui dit qu'on a le droit d'être ici. Nos parents se sont battus ici même lors de la Révolution pour qu'on soit libre. Et faire du skate ici, c'est exprimer cette liberté. Le centre historique rappelle encore le passé mouvementé de Bucarest. La ville est née au carrefour de plusieurs routes commerciales. Le nom de Bucarest apparaît pour la première fois dans un document de 1459, signé de la main de Vlad Tepes, un souverain qui a inspiré le personnage du comte Dracula. Il reste encore quelques vestiges de sa cour princière. La petite église de cet ensemble historique est le plus ancien édifice de Bucarest. C'est là que tous les souverains de Valachie ont été couronnés jusqu'au XIXe siècle. L'église reste très fréquentée. Près de 87% des Roumains sont orthodoxes. En face, l'hôtel-restaurant Anul Manuk est un ancien caravansérail
bâtie au début du XIXe siècle par un riche marchand arménien, Manouk Bey. Les caravansérails étaient autrefois les lieux d'étape pour les caravanes qui reliaient l'Orient à l'Occident. Les marchands y trouvaient le gîte, le couvert et la sécurité, pour eux-mêmes et leurs animaux. Le bâtiment a conservé sa vocation et abrite également plusieurs cafés. Le quartier arménien se trouve un peu plus loin. Un parfum de café fraîchement torréfié guide le promeneur jusqu'à la petite boutique de Gheorghe Florescu. Ce dernier torréfie les grains dans la plus pure tradition arménienne. Tous les amateurs de café de Bucarest s'y retrouvent. Des jeunes informaticiens aux retraités des environs. Les habitués surnomment Gheorghe le petit arménien. Il a appris le métier dans les années 1950 auprès d'un célèbre torréfacteur qui lui a par la suite légué sa boutique. Gheorghe a raconté dans un livre ses aventures de torréfacteur et son séjour en prison sous la dictature. Voici sa recette pour un bon café. Il faut de l'eau, du café et un sourire. Le café arménien est torréfié à des températures relativement basses. On obtient ainsi des grains plutôt blonds qui développent des arômes d'une grande finesse. Les premiers cafés ont ouvert à Damas en Syrie en 1530. Et moi, c'est un Arménien nommé Avedis Karabelayan qui m'a tout appris. Il était né au pied du mont Ararat. Chez les Arméniens, la torréfaction du café est un savoir-faire transmis de génération en génération. Ils sont devenus les plus grands torréfacteurs du monde. Après le génocide arménien qui a débuté le 24 avril 1915, 80% des commerçants ont émigré en Roumanie. Entre les deux guerres, il y avait près de 100 torréfacteurs arméniens à Bucarest. La plupart d'entre eux ont disparu, mais moi, je suis toujours là et je vais tout faire pour passer le relais. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Je voudrais 100 grammes de Sainte-Helena. Les clients de la boutique apprécient beaucoup la courtoisie désuète du gentleman torréfacteur. Merci beaucoup. Revenez vite nous voir. Je n'y manquerai pas. Le quartier arménien est l'un des plus anciens de Bucarest. Il a été fondé par des marchands et des artisans prospères qui ont bâti ici leur demeure et leur commerce. N'étant pas orthodoxes, les Arméniens ne pouvaient en effet s'établir dans les murs de la ville. La première église arménienne a été érigée en 1581. Elle a été détruite lors d'un incendie. La communauté arménienne a fait construire cette cathédrale au début du XXe siècle. La pâtisserie d'Elisa Goutao est installée dans l'une des petites rues du quartier. En 2013, elle a décidé de quitter son emploi dans les télécommunications pour réaliser son rêve gourmand. Et si elle a ouvert sa boutique dans le quartier arménien, ce n'est pas un hasard. Ce qui nous plaît ici, c'est la proximité avec la vie culturelle et sociale du centre-ville. Nous aimons beaucoup l'architecture et les habitants du quartier. C'est comme un petit microcosme. La cuisine a toujours été la passion d'Elisa, mais elle a longtemps hésité avant de franchir le pas. Quand elle a enfin décidé de se lancer, les banques ont refusé de lui faire crédit. Alors tout son entourage s'est cotisé et elle a pu ouvrir sa pâtisserie. Après une petite course d'obstacles administrative. Quand on crée une entreprise en Roumanie, dès qu'on remplit le premier formulaire, on a toute la bureaucratie du pays sur le dos. Elle contrôle que vous respectez bien les différentes réglementations. Et quand on demande à ces gens où on peut trouver les informations légales, ils répondent qu'on est censé déjà les connaître. Mais l'aventure en valait la peine, parce que je voulais créer quelque chose de beau, qui donne du bonheur aux gens et me rende heureuse. En ce moment, à Bucarest, la mode est à l'organisation de mariages dans les bâtiments désaffectés d'anciennes manufactures, plus accessibles au budget modeste. Cet ancien entrepôt a été transformé en salle de réception.
Elisa est chargée de la table des desserts. Cette table avec des petits gâteaux individuels, c'est ce que les Roumains appellent candy bar. C'est très à la mode. Sans cette ronde des desserts, la fête n'est pas tout à fait complète. Au début de la réception, les invités se retrouvent ici, ils prennent un gâteau et engagent la conversation. Ça met une bonne ambiance dès le départ. Mais le plus important, c'est bien sûr la pièce montée. Elle est parfaite. Le palais du Parlement, bâti du temps de Ceausescu, domine toujours le paysage urbain. Avec ce géant, le plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone, le dictateur voulait élever un monument à sa propre gloire. Pour le construire, il a fait raser un cinquième de la ville. Il a aussi fixé la largeur de l'immense avenue qui mène au palais, juste quelques mètres de plus que les Champs-Élysées. C'est une visite à Pyongyang, en Corée du Nord, qui lui avait inspiré ce projet mégalomaniaque. Ceausescu n'aura pas vu son œuvre achevée. Après sa chute en 1989, de nombreux Bucarestois auraient préféré raser l'édifice. Mais l'opération était trop coûteuse. Aujourd'hui, c'est l'une des attractions touristiques de la ville et la toile de fond des entraînements de Razvan et de ses amis skateurs. Ce palais, c'est un monument communiste et un emblème de notre pays. En même temps, il s'est passé tellement de choses terribles à l'intérieur que c'est difficile d'avoir un avis tranché sur cet édifice. Ces cages d'ascenseurs vitrées flanquent l'entrée du Musée national d'art contemporain, installé dans l'une des ailes du palais depuis 2004. Il accueille des expositions temporaires d'artistes roumains et étrangers. Les œuvres jettent souvent un regard critique sur le passé du pays. La Roumanie était autrefois le parent pauvre de l'Europe. Elle affiche aujourd'hui l'indice de croissance le plus élevé du continent. La culture et le design ne sont pas en reste. La vitalité de ce secteur se mesure tous les ans au succès de la semaine du design roumain. Maria Nenescu fait partie du comité d'organisation de l'événement. C'est le nouveau projet de Ciprian Manda. Il travaille le bois massif avec une technique très intéressante. C'est beaucoup de travail parce qu'il est difficile de réunir des fonds pour ce type de projet. Et on consacre beaucoup d'énergie à la recherche de financement. Mais c'est aussi très agréable, parce que tous les gens qui fabriquent, créent et inventent des choses sont merveilleux. Et ils ont besoin du soutien de la communauté artistique. Les industries créatives se sont énormément développées ces dernières années. Et selon nous, elles peuvent devenir un véritable moteur de croissance économique et sociale. C'est une perspective très motivante. Et toute cette énergie positive se traduit par l'organisation de ce type d'événements. Maria intervient au sein d'un réseau appelé The Institute. Cette structure très souple organise des événements variés et met en place des installations ludiques et créatives dans les rues fréquentées de Bucarest. L'un de ses objectifs est de faire de la ville un lieu plus agréable à vivre. C'est pas facile d'appréhender une ville comme Bucarest. C'est un empilement de strates, un mélange des genres permanent qui donne une impression de chaos, mais qui dégage aussi une certaine énergie. Nous devons apprendre à accepter l'histoire de Bucarest.
dans tous ses aspects, à nous approprier pleinement ce passé. C'est la seule façon d'évoluer et d'avancer. L'urbanisme brutal de Ceausescu a eu des effets inattendus. Il a donné naissance à la réserve naturelle de Vacaresti, une zone sauvage en plein cœur de la ville. Au départ, il devait y avoir ici un lac artificiel. Pour l'aménager, le comte Ducator avait fait démolir plusieurs pâtés de maisons. Mais les travaux n'ont jamais été terminés. Le terrain est tombé dans l'oubli et la nature a repris ses droits. Des promoteurs ont perçu le potentiel des lieux. Aujourd'hui, un prestigieux complexe immobilier destiné aux riches bucarestois se dresse aux abords du parc. Cristian Lascu a été rédacteur en chef de la branche roumaine du National Geographic. Un jour, un photographe animalier l'a contacté pour lui faire part d'observations étonnantes faites dans ce qui était alors un terrain vague. J'ai été très surpris. Je m'attendais à ce qu'on trouve des oiseaux, mais je ne me doutais pas qu'il y avait en plus des renards, des loutres, des belettes et des reptiles. J'ai été très heureux de faire cette découverte. Il était évident qu'un écosystème équilibré et complexe s'était peu à peu développé ici. La suite l'a confirmé. Aujourd'hui, Cristian fait une sortie avec Vlad Šoflek, un biologiste. Ils cherchent des animaux qui n'ont pas leur place ici. Il arrive que des habitants de Bucarest se débarrassent de leurs animaux exotiques dans le parc. Certains ne survivent pas, d'autres peuvent représenter un danger pour les espèces endémiques. C'est le cas de ces tortues aquatiques. En ce moment, on suit les tortues de Floride, qui sont devenues un gros problème en Roumanie. Au départ, quand il n'y en a que 2 ou 3, elles paraissent très mignonnes avec leurs jolies taches rouges. Mais ensuite, elles se multiplient et commencent à faire pression sur les espèces locales. Le parc est alimenté par des sources naturelles. C'est un habitat idéal pour les cygnes, canards et oiseaux. On a recensé 138 espèces d'oiseaux et 100 espèces végétales. Cristian Lascu s'est donné pour mission de préserver ce coin de nature sauvage. Au départ, ça n'a pas été facile. Et je ne parle pas seulement de questions bureaucratiques, des différentes institutions et des ministères qui ne comprenaient pas notre objectif. Même les scientifiques, les biologistes nous ont pris pour de doux rêveurs. Comment voulez-vous réaliser un tel projet en plein Bucarest? Vous vous rendez compte de la valeur de ce terrain et de la guerre que vont mener les promoteurs immobiliers pour se l'approprier? Nous avons persévéré et avancé pas à pas. D'abord, nous n'étions que 4, puis l'équipe s'est agrandie. Et en 2016, la zone a été déclarée parc naturel. Vali Inaki a 18 ans et fait partie de l'équipe du parc. Le jeune Rome a grandi sur ce terrain abandonné avec sa famille jusqu'à ses 14 ans. Désormais, il s'occupe des animaux du parc. On aurait repéré des tortues de Floride sur cette palette. Pour être tout à fait franc, au départ, on se méfiait beaucoup. On se disait, ces tziganes ne sont pas bons pour le parc. En hiver, ils abattent des arbres pour se chauffer, ils chassent les faisans et pêchent les gros poissons. Il vaudrait mieux les éloigner aussi vite que possible. Et puis, heureusement, en discutant, on les a mieux compris. On est devenus amis et ils ont commencé à nous aider.
Vali est né dans ce parc. Il en connaît chaque recoin. Vali aime beaucoup son travail dans le parc. La faune est restée comme on l'espérait. C'est super. Et puis il n'y a pas de restaurant comme dans les autres parcs. J'espère que ça ne changera pas. Vali est un grand atout pour le parc. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le quartier juif était l'un des plus vivants de Bucarest. Il regorgeait de petites boutiques et d'ateliers d'artisans. Le théâtre juif et la synagogue témoignent d'une époque où Bucarest abritait une importante communauté juive. Aujourd'hui, le quartier accueille essentiellement des gens qui vivent un peu en marge du système, des artistes et des Roms. Les arrière-cours du quartier abritent de nombreux petits ateliers d'artisans roms. Les Roms constituent plus de 3% de la population roumaine. À Bucarest, la plupart vivent dans la pauvreté. Ils sont plus tolérés qu'insérés dans la société. Radu Ion Nevers, qu'on appelle Nevers, est orfèvre. Il apprécie l'atmosphère de son quartier. On se respecte les uns les autres entre voisins. C'est un quartier cosmopolite. Il n'y a pas de racisme. Il y a plein de gens différents. Des Juifs, des Macédoniens, des Roms. Ils exercent tous un métier artisanal. Surtout l'orfèvrerie. Nevers n'avait pas assez de débouchés avec les pièces traditionnelles qu'il confectionnait. Il a donc entrepris de travailler pour des marques de design étrangères. Il faut s'adapter au monde moderne, continuer à exercer nos métiers traditionnels, mais aussi nous développer pour répondre aux exigences du marché. Et quand les jeunes verront qu'on peut gagner sa vie avec ces métiers, ils voudront les apprendre eux aussi. Nevers travaille avec Victor Dulgheru depuis 2014. Ce jeune entrepreneur a créé un studio de design avec des camarades, avant même la fin de ses études. Salut, salut! Ce să fac? Uite ce am făcut aici. Ia să vedem ce frumos se vede. Asta e comanda pe care ți-am dat. Il voulait faire connaître le savoir-faire et le talent des artisans roms et montrer leur contribution à l'héritage culturel roumain. Mai am un model frumos. Asta ce tip de piatră e asta? Ametist. Ametist e asta? Da, da. Ametist brut. Cu ăsta e, nu? Da. Ăsta e cu ăsta, așa. Super. Du la magazin. Victor fait travailler des menuisiers, des orfèvres et des vanniers traditionnels roms avec de grands designers. Et le concept commence à prendre. La collection de bijoux de Nevers, dessinée par l'Autrichienne Nadia Zerounian, rencontre un beau succès. Victor a le projet de mettre sur pied une collaboration entre des menuisiers roms et un fabricant de meubles. Si je m'implique autant, c'est parce que je suis certain de pouvoir aider la communauté rome. Elle est très importante en Roumanie et elle fait partie de notre héritage culturel. Quand les grands médias parlent des Roms, c'est toujours pour évoquer des scandales et des altercations. Ils véhiculent une image négative de cette population. Et nous, on a eu envie de changer le regard des gens sur les Roms, de montrer tout ce qu'ils peuvent apporter de bon.
Bucarest est pleine de surprises. Au détour d'un parking public, on tombe ainsi sur une installation de Murivale Meresan Vasile. L'artiste a choisi ce lieu pour cet élanthe glanduleux, une espèce qu'on appelle parfois l'arbre des dieux, et ses grappes de petites fleurs. L'écrin idéal pour des œuvres inspirées de la Bible. J'aime la poésie de cet endroit. Les pétales tombent sur la Madone et c'est comme une caresse. Le concept de mon installation, c'est l'amour, la tendresse et la souffrance, tout en même temps. Le développement économique de Bucarest amplifie encore l'un de ses problèmes majeurs, la circulation. Cette ville de 2 millions d'habitants compte environ 1 million de voitures. Elle est au bord de l'engorgement total. Les rues appartiennent aux voitures et rares sont ceux qui osent circuler à vélo. Sherban Sturza est architecte et depuis plusieurs années, il mène une lutte acharnée contre la municipalité, très favorable à la voiture. Il milite pour la création de pistes cyclables et pour une ville à visage humain. À Bucarest, il n'y a pas de marché, de place historique où les habitants peuvent se rassembler. Il n'y a que des carrefours. On ne voit pas ces lieux piétons propices aux rencontres, comme dans les autres villes. Les seuls endroits où on peut se retrouver dans cette ville pour bavarder un peu, c'est devant les vitrines des magasins, sur les trottoirs. Malheureusement, ils sont envahis par les voitures. À Bucarest, il est difficile de trouver des lieux de convivialité dans l'espace public. On ne peut pas discuter et communiquer. C'est pour cela qu'après les pistes cyclables, mon prochain combat consistera à libérer les trottoirs. Sherban Sturza a quitté son poste de président de la Chambre des architectes. Il s'est fait trop d'ennemis au sein de la mairie, mais il continue le combat. Aux côtés de jeunes architectes et de citoyens engagés, il dénonce la corruption à l'œuvre dans les projets publics de construction. Ensemble, ils tentent d'empêcher la démolition de bâtiments historiques et la concrétisation de projets urbains controversés. Il est ainsi prévu d'élargir la Calea Calarachi pour en faire une avenue à 4 voies. Il faudrait pour cela démolir des bâtisses historiques. Le quartier serait défiguré. Le sujet fait débat parce que c'est une façon d'exercer le pouvoir qui rappelle ce qui se faisait sous la dictature de Ceausescu. Et je trouve très important qu'on s'empare de la question, qu'on ouvre le dialogue avec les habitants du quartier pour analyser le projet et peut-être envisager d'autres solutions sur le plan de sa mise en œuvre technique, mais aussi de sa dimension sociale. Nous avons lancé des études et nous travaillons avec des architectes et des urbanistes pour trouver une solution qui puisse sauver le quartier. Dans les années 1980, pour bâtir son rêve de pierre, Ceausescu a fait raser le quartier historique d'Uranus, avec ses petits immeubles et ses maisons. Leurs occupants ont été relogés dans des cités construites à la va-vite. Passer d'une belle maison dans un quartier vivant à un appartement exigu et sans âme n'a pas été facile. Les habitants et surtout les personnes âgées ont souffert de ce transfert. Beaucoup sont tombés malades, d'autres sont morts de chagrin. Certains se sont même suicidés. L'opération de destruction n'a pas même épargné les églises et les monastères. Mais un ingénieur, Eugenio Iordachescu,
a imaginé une technique révolutionnaire pour les sauver. Il a fait sectionner les fondations de la petite église de Chitul Maïsilor pour la déposer sur un plateau de béton qu'on a ensuite fait lentement glisser sur des rails. Ce premier édifice a été déplacé de 245 mètres et 6 autres ont suivi. Les églises se sont retrouvées derrière des bâtiments massifs, mais au moins, elles ont été préservées. L'histoire ne s'arrête pas là. Ce bâtiment se trouvait au milieu du boulevard Stefan cel Mare. Radu Petrovici y habite encore aujourd'hui. Au début des années 1980, quand ce professeur a appris que son immeuble allait être démoli, il a harcelé les autorités de la ville jusqu'à ce qu'elles acceptent de le déplacer de 14 mètres avec ses occupants. On avait posé des conduites en caoutchouc pour que les chasses d'eau continuent de fonctionner. Tout le monde a gardé l'eau et le gaz. Pendant le transfert, les gens ont même continué à cuisiner. Ils vaquaient à leurs occupations. Il n'y avait aucun problème. On n'a pratiquement rien senti. Moi, au cours de ma vie, j'ai emprunté presque tous les moyens de transport. La calèche, le vélo, la voiture, le bus, le train, l'hélicoptère et l'avion. Mais jusqu'alors, je ne m'étais jamais déplacé avec ma maison. Et voilà, je l'ai fait. La ville n'en a pas fini avec les chantiers monumentaux. La cathédrale du salut de la nation devrait même dominer le palais du Parlement. Une sorte de pied de nez au dictateur Oni. Le boulevard Stefan cel Mare marque la limite de Dorobanti, un quartier cossu où vivent des hommes politiques, des artistes connus et des universitaires. Teru Viorel distribue le courrier dans le quartier depuis 1991. C'est lui qui apporte tous les mois la pension des retraités, car en Roumanie, la plupart des personnes âgées n'ont pas de compte en banque. Au fil des ans, Teru est devenu un personnage clé de Dorobanti. C'est un beau métier, surtout quand on le fait par passion. Certaines personnes ne peuvent plus faire leurs courses, alors je les fais pour elles après mon travail. Elles n'ont pas envie d'être un poids pour leurs enfants, c'est pour ça que je les aide. Elles savent qu'elles peuvent me faire confiance et me parler de leurs problèmes. De rien. Merci. Taru aime le contact avec les usagers. Merci. 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 Il donne volontiers son numéro de téléphone et chacun peut l'appeler jour et nuit. Ici, tout le monde le connaît. Je vous suis tellement reconnaissante que j'ai informé la poste de votre dévouement pour les habitants du quartier. C'est très gentil à vous. Ça dépasse le cadre professionnel. Vous faites ça avec beaucoup de cœur. Vous êtes l'âme de ce quartier. Ça me touche beaucoup, je vous remercie. Les immeubles délabrés et les terrains vagues de l'époque de la dictature servent de refuge aux chiens errants. Les canidés se sont multipliés et en meute, ils se montrent parfois agressifs. La ville a déjà dû en euthanasier 30 000. Anca Tomescu est vétérinaire et membre d'une association de protection des animaux. Aujourd'hui, elle va capturer une chienne pour la stériliser.
Le gardien du terrain où vit l'animal s'en occupe, mais il ne saurait pas quoi faire de ses petits. La chienne ne l'entend pas ainsi. On va préparer une seringue avec un tranquillisant et on va essayer d'atteindre la chienne à la sarbacane. Depuis 2013, les habitants peuvent tuer les chiens errants et toutes les méthodes sont autorisées. Anka et son équipe tâchent d'en attraper le plus possible pour les sauver. Ils consacrent parfois toute une journée à la capture d'un seul animal. Ça fait des années qu'il y a des chiens errants dans les rues. Et ça montre dans quelle société nous vivons, parce que c'est notre responsabilité sociale. Ce ne sont pas mes chiens ou les vôtres, ce sont nos chiens à tous. Ils vivent dans la rue parce qu'on n'a pas tenu compte du problème en amont, parce qu'on se fichait bien du sort des chiens. Tout d'un coup, on s'est aperçu qu'il y en avait trop, et voilà, on ne sait plus quoi faire. L'association d'Anka propose aux propriétaires de chiens de les stériliser gratuitement. En Roumanie, il est obligatoire de faire stériliser son chien. Mais beaucoup se dérobent à la loi en espérant qu'ils ne seront pas contrôlés. Ils abandonnent les chiots dans la ville où ils finissent par se reproduire de façon anarchique. Ce service de stérilisation gratuite rencontre un grand succès. Anka collabore avec plusieurs cliniques vétérinaires et refuges canins. En tout, ils ont déjà stérilisé plus de 200 000 chiens. Beaucoup des chiens qui sont recueillis trouvent un maître. D'autres retournent dans la rue. Et régulièrement, Anka en rapporte un chez elle. Cette obsession de sauver des animaux a commencé alors que Ceausescu était encore au pouvoir. J'étais une toute jeune fille et cet hiver-là, il faisait très froid. Je suis sortie de chez moi pour jouer quand un énorme chien est venu vers moi. Je l'ai rapporté à la maison. Mes parents adoraient les animaux, mais ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas le garder parce qu'à l'époque, on avait à peine de quoi vivre. Le lendemain, je suis encore revenue à la maison avec le chien. Il avait une maladie rénale. On l'a soigné pendant 2 semaines et on l'a emmené chez le vétérinaire. À ce moment-là, j'ai eu un déclic. J'ai su que j'avais la passion des animaux. Dans sa maison du centre de Bucarest, Anka tâche de trouver des parents adoptifs pour les chiens des rues. Elle en profite pour parler de son grand projet, éduquer les chiens errants pour en faire des médiateurs, ce qu'on appelle des chiens de thérapie. Ils pourront ainsi améliorer le bien-être de personnes âgées dans les maisons de retraite ou d'enfants handicapés. Mes collègues ont trouvé Bijou dans la rue il y a 3 semaines. Il est encore trop tôt pour en décider, mais je crois que si on continue à lui donner de l'affection et à bien communiquer avec elle, elle deviendra une excellente chienne de thérapie. On a envie de la garder en tout cas, même si après il s'avère qu'elle ne convient pas pour ce projet. La seule zone piétonne de Bucarest se trouve dans le quartier de Lipscani. Il a récemment été restauré. Ce quartier était autrefois peuplé de commerçants originaires de Leipzig, d'où son nom. On y trouve des hôtels, des cafés et des restaurants. C'est un dédale de petites rues où se mêlent touristes et bucarestois. De
De grands établissements bancaires se sont établis ici dès le XVIIIe siècle. Ces édifices sont l'œuvre d'architectes renommés. Certains d'entre eux sont aujourd'hui des monuments protégés. L'église du monastère Stavréopolos se trouve au cœur de la vieille ville. Le bâtiment voisin abrite un petit musée tenu par des moniales. Nous ne savons pas combien de temps cela va durer, car la Roumanie est de plus en plus laïcisée. Notre pays reste profondément marqué par la religion orthodoxe. Et la foi joue encore un rôle important au sein de la société. Mais la sécularisation gagne du terrain. Ce lieu continuera toutefois d'exister tant que de nouvelles générations de moines et de moniales se consacreront à l'église de Stavropoleos. Nous espérons que cela durera encore très longtemps. Adriana Scripcariu est historienne de l'art. Elle travaille à la publication d'un livre sur l'église et les vestiges du monastère. Pour elle, c'est l'un des plus beaux édifices sacrés de Bucarest. Quand elle passe, elle ne manque jamais d'allumer un cierge, pour les morts et les vivants. J'aime beaucoup ce petit monastère au cœur de la ville. C'est l'un des trésors de Bucarest et il a été merveilleusement restauré. Pour une historienne de l'art comme moi, c'est un vrai bonheur. Et puis ici, on peut assister à des messes et des concerts merveilleux. On sent beaucoup d'amour et de respect pour l'histoire et la spiritualité. J'entretiens des relations très cordiales avec les moines et les moniales. Nos échanges sont toujours très riches. Le mari d'Adriana, Virgile, est sculpteur. Avec leurs 6 enfants, ils vivent à 40 km de la ville, près du petit village de Piscu, sur les rives de la Ialomita. Ils souhaitaient que leurs enfants grandissent loin de l'agitation de la ville. Ici, ils ont découvert une filière artisanale qui menaçait de disparaître, la poterie. Le couple a donc acheté quelques tours de potier, organisé des ateliers de formation et ouvert une boutique pour vendre les produits des céramistes locaux. Leur but est d'aider les artisans à vivre de leur métier et à transmettre leur savoir-faire. Nous ne savions pas exactement où ce chemin allait nous mener, mais nous savions que nous avions trouvé un lieu extraordinaire. Ici, nous pouvons à la fois exercer notre métier et avoir le sentiment d'apporter quelque chose, de nous rendre utiles. Après la fermeture de l'école primaire locale, Adriana a décidé d'ouvrir un petit établissement privé. Ici, on pratique l'apprentissage en effectif réduit dans une atmosphère détendue. Le montant de la scolarité est libre. Les parents qui n'ont pas d'argent donnent de leur temps à l'école. 4 ans après sa création, le petit établissement arrive maintenant à l'équilibre financier. La découverte de la poterie fait partie du programme. Adriana espère ainsi donner aux enfants le goût de cet artisanat. Sous la houlette de Gheorghe Nicoi, même les plus petits arrivent à créer des pièces complexes. C'est un grand bonheur de travailler avec les enfants. Il y en a beaucoup qui sont très doués et j'en suis très heureux. Ils pourront perpétuer la tradition.
L'UNESCO a financé la construction d'un petit musée. Les anciennes bâtisses de Piscu vont également être restaurées et de vieux fours traditionnels seront remis en fonction. Le centre de Bucarest est entouré de parcs et de lacs qui invitent à la détente. Mais la ville compte de nombreux quartiers verdoyants, comme celui de Cotroceni. Les places de parking sont rares. Alors les habitants ont recours à des procédés insolites pour être certains de pouvoir se garer. Pour Dragoș Bogdan, ce genre d'habitude illustre bien la mentalité des Bucarestois. C'est vraiment typique de notre ville. Bucarest est à la frontière entre l'Orient et l'Occident. Les gens connaissent la loi et ils la respectent de façon générale. Mais ils peuvent aussi un peu s'en écarter. Comme il n'y a pas de règlement précis en matière de parking, chacun applique ses propres règles. Dragoș fabrique de la braga, un breuvage en voie de disparition qui était autrefois la boisson nationale roumaine. On en trouvait dans toutes les rues pour 3 fois rien. C'est un mélange de céréales fermentées et d'eau, dont il existe des variantes à travers tous les Balkans. J'ai découvert la braga en 2009 à Galați. Je n'en avais jamais bu et pour moi ça a été une révélation. Je n'avais encore jamais goûté une chose pareille. C'était un goût entièrement nouveau. Ce n'est ni sucré ni aigre, c'est un peu piquant, avec un petit goût de fermentation et des arômes de céréales. On ne peut le comparer à rien de connu. Dragoș a décidé de se consacrer à la renaissance de cette boisson. Il a mis au point sa propre recette et en produit aujourd'hui au quotidien. Le week-end, il la vend au musée du village roumain. Dans ce musée à ciel ouvert, on visite des maisons, fermes et installations traditionnelles représentatives de toutes les régions de Roumanie. La braga se boit glacée. C'est une boisson très rafraîchissante. J'achète un litre de braga. Tu aimes ça? Oui. Ça, c'est la boisson de mon enfance. Ah oui? J'espère qu'on retrouvera bientôt de la braga dans les rues de Bucarest, sur les marchés de producteurs et dans les festivals. Il faut que les gens découvrent ou redécouvrent les vertus de cette boisson. La braga rafraîchit, étanche la soif et fait naître un sourire sur les visages. Près de la vieille ville, un grand projet immobilier est en train de voir le jour, le Creative Quarter. C'est une idée de Maria Neniciu et des autres organisateurs de la Semaine du design roumain. La zone accueillera des agences d'architecture, des studios de design, des galeries, des cafés et des restaurants. Le but est de créer un véritable écosystème créatif. Pour nous, cette zone permettra d'offrir une alternative au tourisme traditionnel.
Ce sera une offre culturelle différente pour les visiteurs, mais aussi pour les Bucarestois. On a voulu créer un quartier créatif pour montrer un visage optimiste de la ville. Le projet fait évoluer tout le quartier. Dans les rues voisines, on peut déjà découvrir quantité de petites boutiques et galeries. Ce lieu est le point de ralliement d'artistes, de designers et de skateurs locaux. Bucarest n'est pas une ville dont on tombe amoureux au premier regard. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de l'apprécier à sa juste valeur. La capitale roumaine doit beaucoup de son charme à ses habitants. Ils sont l'âme de la ville, avec leur passion, leurs idées et leur volonté d'entreprendre pour vivre mieux aujourd'hui et demain.